Nationalisme congolais ou nationalisme au Congo, une réflexion autour de l'unité de la RDC. Tel est le sujet de ma communication. Comme introduction, qu'est-ce que nous pouvons dire? Parmi les conséquences considérables des grandes découvertes figure la colonisation de l'Afrique subsaharienne, avec comme corollaire la perte de sa liberté et de son indépendance. Colonisée, l'Afrique subsaharienne fut écartelée, partagée entre les puissances coloniales européennes. La République démocratique du Congo est née dans ces conditions dramatiques suite à des malentendus entre les explorateurs et les chefs d'État précoloniaux africains. Un État colonial est né, regroupant plusieurs États précoloniaux. Depuis lors, on assiste d'abord à la naissance douloureuse et à la croissance tout aussi douloureuse du nationalisme congolais. Ensuite, à une cohabitation malaisée entre le nationalisme congolais et les nationalismes spécifiques liés aux États-nations précoloniaux, aux provinces, aux associations ethniques ou tribales. Certes, il n'est pas interdit de constater la diversité dans l'unité, mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en proie à la balkanisation. Cette situation est souhaitée non seulement de l'extérieur par les puissances et les multinationales qui convoitent les richesses du pays, mais aussi de l'intérieur par les nationalismes spécifiques dans leur lutte hégémonique face au nationalisme congolais. Les exemples de Bakatakatanga dans la province du Katanga, de Bundu Dia Congo dans la province du Bas-Congo, de Enyele dans la province de l'Équateur, etc., sont illustratifs. Ebussi Boulaga considère les États de l'Afrique noire comme un amalgame des ethnies-nations et non comme des nations. Il dit, je cite, « Nos États sont des États sans citoyens. Il s'agit d'une fusion monstrueuse de groupes hétérogènes, c'est-à-dire appartenant littéralement à des espèces différentes. Ils peuvent de ce fait se traiter réciproquement d'étrangers, d'ennemis, voire d'animaux à face humaine. Ils ne sont donc pas citoyens les uns pour les autres. » Nous nous proposons dans cette communication d'étudier l'émergence et l'évolution de ces deux types de nationalisme depuis la création de l'État indépendant du Congo jusqu'à nos jours. En fait, qu'est-ce qu'est le nationalisme? Plusieurs acceptions s'offrent. On peut le considérer comme un mouvement politique fondé sur la prise de conscience par une communauté de former une nation en raison des liens ethniques, sociaux, culturels qui unissent les membres de cette communauté et qui revendiquent le droit de former une nation autonome. C'est en fait la volonté des populations à se constituer en tant que nation. Elles partagent le même passé, ont une même unité politique, culturelle, occupent un même territoire et reconnaissent l'autorité d'un même État. Mais que dire des États coloniaux? Le nationalisme peut aussi se définir en fonction des traditions culturelles précoloniales. Mais comme la colonisation avait détruit l'histoire et les cultures précoloniales, le nationalisme africain serait-il la synthèse des éléments détruits? Ou alors peut-on le définir à partir des cultures nouvelles issues de l'organisation politique de la lutte anticoloniale? Il faut reconnaître la diversité culturelle des populations, mais cela n'empêche pas l'unification politique de ces mêmes populations. La montée de l'identité nationale implique le développement de la conscience. L'unité nationale, c'est d'abord l'unité d'un groupe, la disparition des vieilles querelles et la liquidation définitive des griefs non exprimés. En entreprenant cette marche en avant, le peuple légifère, se trouve lui-même et veut sa propre souveraineté.
Les leaders de la rébellion s'aperçoivent que même l'insurrection paysanne, à très grande échelle, nécessite d'être contrôlée et dirigée vers certains canaux. Ils découvrent que le succès de la lutte suppose des objectifs clairs, une méthodologie déterminée et surtout la nécessité pour la masse du peuple de réaliser que ces efforts inorganisés ne peuvent produire qu'une dynamique temporaire. Notre communication est focalisée autour de deux points principaux qui correspondent à deux grandes périodes historiques de la République démocratique du Congo, à savoir la période coloniale et la période postcoloniale. Dans chaque partie, nous interrogeons l'histoire sur l'existence possible du nationalisme et des nationalismes. Premier point, période coloniale 1885-1960. Des États nationaux, des États-nations précoloniaux à l'État colonial. Cette période peut être subdivisée en deux étapes. La période de l'État indépendant du Congo, 1885-1908, et celle de la colonie belge ou du Congo belge, 1908-1960. L'État indépendant du Congo était la propriété privée. La chose, l'œuvre personnelle du roi Léopold II. C'est en 1908 que le roi Léopold II va céder son œuvre à la Belgique. À partir de ce moment, le Congo devient une colonie belge. La question que nous nous posons est celle de savoir si l'on peut parler de nationalisme congolais pendant cette période. En ce qui concerne la période de l'EIC, il faut avant tout partir des objectifs mêmes qui ont amené le roi Léopold II à s'intéresser à cette partie de l'Afrique centrale. Il disait, je cite, « Ouvrir à la civilisation la seule partie du globe où elle n'a pas encore pénétré, percer les ténèbres qui enveloppent les populations entières. » Soucieux de libérer les Congolais des ténèbres, les colonisateurs firent table rase de toutes leurs institutions considérées comme sauvages. Comment alors, dans ces conditions, les colonisateurs pourraient-ils faire allusion au nationalisme congolais? Ensuite, avant et peu après la création de l'EIC, les explorateurs font signer des traités de soumission aux chefs coutumiers dans leurs entités territoriales respectives. Chaque chef coutumier croyait signer un traité d'amitié avec le représentant de son collègue, le roi des Belges. Lorsque l'on parlait de l'EIC et plus tard du Congo belge, chaque chef coutumier se croyait indépendant dans son État. Moussiri a refusé qu'on implante le drapeau de l'EIC dans son royaume, puisqu'il avait compris que la signature de ce traité le soumettrait à l'autorité d'un autre empire commercial et qu'il perdrait ainsi sa souveraineté. Le chef Kasongo Nyembo avait vécu le reste de sa vie dans la relégation puisqu'il ne partageait pas le point de vue des colonisateurs belges. D'autres chefs noirs avaient accepté le ralliement à l'État colonial sans pour autant se considérer comme soumis à son administration. L'alliance dont il était question entre ces chefs coutumiers et l'administration coloniale est reflétée à titre illustratif par la réponse du chef des Lulua, Mukenge Kalamba, à Henri von Huysmans lors d'un entretien. En effet, lorsque l'explorateur allemand dit un jour qu'il souhaiterait voir tous les Noirs, les Bachok, les Lulua, les Baluba, etc., vivre en paix entre eux et écouter les Blancs, le chef des Lulua rétorqua que cela n'était pas son aspiration. Sa volonté était d'être écouté par tous les Blancs et par tous les Noirs. L'entretien Kalamba-Huysmans fait surgir une divergence d'opinion quant aux aspirations qui présidaient à l'alliance entre les deux pouvoirs africains et coloniaux. Le cas Kalamba n'était pas un fait isolé. Le chef Kuba, Mabunk, indigné du comportement des colonisateurs, s'était exprimé lors de son entretien avec le ministre des colonies Louis Frank, de passage à Lubo en 1920, en ces termes.
rends-moi les droits de mes ancêtres ou qu'il y ait seulement deux autorités, la tienne et la mienne. Mais actuellement, tout blanc délivre de Mukanda et chacun se croit juge. Chez les Songé de la province du Kasaï oriental, les Blancs étaient indignés plutôt, par l'esprit indépendantiste affiché par le chef Lumpungu. Voici, à titre d'exemple, ce que notait un administrateur de territoire en 1916. Très orgueilleux, disait-il, habitué depuis longtemps à voir tous ses actes, même les plus répréhensibles, approuvés par les autorités, sinon expressement au moins tacitement, il, c'est-à-dire Lumpungu, ne permet à personne de s'occuper de ses affaires, mais ne peut s'empêcher de s'occuper constamment de celles des autres. Point de citation. De cette conception découlent toutes les difficultés qu'a connues la politique indigène quant à son application dans certaines chefferies. Bref, ces attitudes justifient pourquoi la plupart des chefs noirs se comportaient au début de la colonisation comme des souverains dans leurs États respectifs. Eu égard à ce qui précède, l'État colonial ressemblait à ses débuts à un assemblage des États-nations précoloniaux. Les différentes populations, à commencer par leurs différents chefs noirs respectifs, étaient loin de prendre conscience de la construction d'un État moderne englobant leurs États-nations et partant de l'importance de l'émergence et de la consolidation d'une identité nationale. L'État colonial, pour sa survie, s'est mis à casser systématiquement les États nationaux précoloniaux et à saper l'autorité de leurs chefs respectifs. D'abord, il a converti les chefs coutumiers en fonctionnaires à partir de 1910. Il a transformé leurs États précoloniaux en chefferies. Certaines de ces dernières furent subdivisées en sous-chefferies qui, avec le temps, deviendront des chefferies à part entière, donc indépendantes vis-à-vis de l'autorité du premier chef coutumier. Dans certaines régions, des secteurs synthèse des chefferies peu viables vont remplacer les chefferies avec à leur tête des chefs de secteur nommés par le colonisateur. On assiste ainsi à l'émiettement des États précoloniaux et partant des nationalismes précoloniaux au profit de l'État colonial. Ensuite, le pouvoir colonial, en créant de nouvelles entités administratives, c'est-à-dire des territoires, des districts, des provinces, attribuait de nouvelles identités aux populations congolaises. Les populations d'un même clan, d'une même tribu, d'un même royaume ou empire appartenaient désormais à une, deux ou plusieurs juridictions auxquelles elles s'identifiaient désormais de nouveau. Faut-il rappeler que les identités qui sont les nôtres aujourd'hui, celles de Kivussiens, Katangais, Kassaïens, Équatoriens, Quinois, Boyomais, etc., sont des créatures coloniales. La politique de regrouper les Congolais par affinité tribale ou ethnique au sein des territoires avait pour but de circonscrire les limites ethniques, de maintenir les populations dans un état de nation-tribu ou de nation-ethnie, en vue de leur permettre de garder intactes leurs coutumes et mentalités et de les empêcher de prendre conscience de leur domination par un adversaire commun et de faire cause commune. Mais cette politique ne fut appliquée partout de la même façon. Des ethnies ou tribus occupant des espaces très larges furent partagées entre un ou plusieurs territoires. C'est le cas des Balégas, des Balendu, des Banande, etc. Tandis que d'autres se virent réunis dans un même territoire. C'est le cas des Ema et des Lendu. Ou alors occupèrent seuls un territoire. C'est le cas des Balou-Balou village, etc.
C'est pourquoi beaucoup de territoires portèrent dans un premier temps, entre 1930 et 1950, les noms des tribus ou ethnies majoritaires qui les composaient. Exemple des territoires de Babinji, territoire de Mangbetu, territoire de Babembe, territoire de Bakusu, territoire de Bazimba, territoire de Baluba, etc. Tout déplacement d'une unité administrative à une autre était soumis à un passeport de mutation. De ce fait, l'autorité coloniale contrôlait la circulation de la population dans le but de maintenir et d'affermir ses identités nouvellement acquises. Le régime colonial, note Jean-François Bayard, usa de la coercition en sédentarisant autoritairement l'habitat, en contrôlant les mouvements migratoires, en figeant plus ou moins artificiellement des identifications ethniques par le biais de l'état civil et des passeports intérieurs. Point de citation. Depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, la carte d'identité indiquait la province, le district, le territoire, la chefferie ou la localité, le groupement et le village d'origine de l'individu, même si ce dernier était né ailleurs et n'a jamais vécu dans l'entité de ses ancêtres. Le maintien et l'entretien de ces unités identitaires ont entraîné des rivalités et des querelles entre les différentes populations qui se considéraient comme des ennemis. Et chaque fois, les colonisateurs, aujourd'hui le pouvoir actuel, s'interposaient et se comportaient comme l'élément de sécurité par excellence, une espèce d'arbitre neutre sur lequel les populations congolaises pouvaient compter en cas de conflits tribaux, interethniques ou interprovinciaux. Cet état d'insécurité permanente provoqué par les colonisateurs et avec le temps intériorisé par les populations autochtones permettait aux colonisateurs d'asseoir tranquillement leur domination. Ici, consciemment ou inconsciemment, l'administration coloniale a construit d'autres États-nations modernes qui sont les provinces, les districts, les territoires, etc., dont les associations socio-culturelles peuvent jouer le rôle de centre culturel, de laboratoire de défense des intérêts dans un espace multiculturel aux enjeux majeurs. Après la politique de la sape du pouvoir des chefs coutumiers africains et l'émiettement de leurs États-nations précoloniaux, les colonisateurs mettent sur pied des stratégies efficaces pour empêcher les Congolais à pouvoir penser à une socialisation et à la fondation du nationalisme congolais. La première stratégie part du principe pas d'élite, pas d'ennui. Le programme d'enseignement mis sur pied pour les enfants noirs était censé répondre aux réalités locales dans la mesure où le principe cher à cette administration coloniale belge était de ne pouvoir jamais donner l'occasion aux Congolais d'acquérir une formation susceptible de leur permettre d'élargir leurs horizons et partant de réclamer leurs droits. Les colonisateurs belges redoutaient pour leur propre sécurité la formation livresque d'une élite congolaise susceptible de rompre l'équilibre socio-économique et politique établi et partant nuire à leurs intérêts. La colonisation a non seulement déstructuré et restructuré les communautés congolaises, mais aussi et surtout elle a dépersonnalisé le Congolais, lui a fait perdre son identité, lui a privé sa liberté et sa dignité. La réussite de cette domination politique, économique et culturelle était incompatible avec toute forme d'enseignement élitiste devant conduire le colonisé à réclamer ses droits et à mettre un terme à la colonisation. Mais cela n'a pas empêché la naissance des mouvements de contestation que nous pouvons qualifier de mouvements nationalistes anticoloniaux. Le mouvement nationaliste anticolonial.
De façon générale, les deux guerres mondiales, les pressions exercées par les États-Unis d'Amérique et l'URSS, hostiles au colonialisme, l'action de l'ONU dans l'accélération du processus de la décolonisation, l'influence exercée sur les élites africaines par les idées issues de la Révolution française, etc., ont fini par affaiblir les puissances coloniales et démystifier l'homme blanc. Un peu partout en Afrique coloniale, des mouvements anticoloniaux basés sur le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sont nés et ont commencé à perturber le fonctionnement de l'administration coloniale. Des partis politiques dirigés par des intellectuels africains à résonance nationale apparaissent ici et là dans certaines colonies africaines. C'est le cas par exemple du Rassemblement démocratique africain, RDA, de Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, etc. D'autres à caractère tribal, comme par exemple l'association des Bakongo, créée en 1949 avec l'objectif d'unifier, de conserver et de propager la langue kikongo. Au Congo belge, plusieurs événements observés sporadiquement, ici et là, à partir des années 20, peuvent être classés dans ce contexte de contestation des populations africaines et militent en faveur de la reconquête de la liberté et de la personnalité congolaise bafouée, même s'ils ne traduisent pas encore un mouvement de lutte commune contre le colonialisme. Chaque événement, même pris séparément, peut être considéré comme une expression, une aspiration à la reconquête de son indépendance, de sa liberté, de sa personnalité bafouée. Nous pouvons épingler ici quelques cas choisis parmi tant d'autres, notamment les mouvements prophétiques, le kimbanguisme en 1921 et le kitawala en 1925, des révoltes de population comme celle de Pende en 1931. Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, nous assistons à la première grande grève des travailleurs de l'Union minière du Haut-Katanga à Lubumbashi en décembre 1941, à la grève de Matello à Matadi en 1945, à la publication de la revue La Voix du Congolais et d'autres revues, aux différents mémorandas qui exprimaient les frustrations longtemps accumulées par les Congolais, etc. Ces événements traduisent la volonté des Congolais de rejeter, de refuser, de remettre en question désormais ce qui était considéré comme norme à leur égard par l'administration coloniale. Le 30 juin 1956, nous assistons à la publication du Manifeste des consciences africaines. Ce document peut être considéré comme le point de départ de la prise de conscience nationaliste, donc du nationalisme anticolonial. Le Manifeste de conscience africaine est aussi une sorte de réplique au plan de l'émancipation du Congo belge conçu par Van Bilsen en 1955 et qui proposait l'émancipation du Congo belge dans 30 ans, c'est-à-dire en 1985. Il est donc un acte de contestation de type nationaliste. Enfin, on peut considérer ce document comme la synthèse de tous les événements épars et observés sur l'ensemble de la colonie du Congo belge déjà évoquée. La période qui va de 1956 à la veille de l'indépendance du Congo fait découvrir d'autres faits de portée nationale. Des tables rondes organisées entre les élites congolaises des différentes provinces et les colonisateurs sont en fait des espaces de débat sur l'émancipation du Congo belge qui aboutiront à la proclamation de l'indépendance le 30 juin 1960. La chanson Indépendance Tcha-Tcha-Tcha non seulement traduit justement cette joie des Congolais de reconquérir leur liberté, mais aussi elle peut être considérée comme une chanson nationaliste anticoloniale. En 1957, sont organisées des élections municipales dans les trois principales villes, à savoir Léopoldville, Elisabethville et Jadotville.
Ici, notamment à Elisabethville, le choix des premiers bourgmestres noirs est un signe du nationalisme national, dans la mesure où ce choix répondait aux critères objectifs. C'est cela qui explique par exemple qu'à Elisabethville, aucun non-originaire de la province du Katanga n'a été élu bourgmestre. Mais ce nationalisme national sera éphémère, puisque dévoré par la résurgence du nationalisme ethnique et tribal dans la gestion de la chose publique. Du retour au Congo, après la tenue du congrès panafricain d'Accra, organisé par Kwame Nkrumah au Ghana du 5 au 13 décembre 1958, auquel participaient Gaston Diomi, Joseph Ngalula et Lumumba, congrès qui inculqua aux Congolais le sens d'une Afrique indépendante et la prise de conscience de la solidarité africaine. Lumumba tint un discours dans lequel il prononça des mots capitaux. À bas le racisme, le colonialisme, vive la nation congolaise, vive l'Afrique indépendante. Fin de citation. Il reste à savoir comment le nationalisme congolais était considéré par les différents leaders politiques congolais. En effet, selon Alain Debéniste, le contenu du nationalisme est assez obscur car, dit-il, on voit dans le monde se manifester des mouvements nationalistes, mais ils ont en général peu de choses en commun. Ils s'opposent les uns aux autres. Ils se réclament des valeurs contradictoires. Tout se passe comme si le nationalisme était plus une forme qu'une substance, un contenant qu'un contenu. Fin de citation. Au Congo, au niveau national, ce nationalisme congolais va connaître la cohabitation des deux tendances unitaristes et fédéralistes. Kasavubu et Tshombe prônaient le fédéralisme au moment où Lumumba argumentait en faveur de l'unitarisme. Pour Lumumba, le fédéralisme était juste un camouflage du tribalisme et du séparatisme. En cela, Lumumba devint l'ennemi de certains politiciens fédéralistes katangais qui, déjà en avril 1960, envisageaient la sécession du Katanga au cas où Lumumba accéderait à la primature. On se demande pourquoi M. Lumumba est considéré par un très grand nombre de Katangais, tant noirs que blancs, comme une espèce d'antéchrist. Avant tout, M. Lumumba se pose en champion de l'unitarisme, alors que le Katanga groupe le plus grand nombre de partisans du fédéralisme. La doctrine de la CONACAT, s'il arrivait au pouvoir le 30 juin 1960, et à moins que cet acrobate ne fasse étalage d'une exceptionnelle virtuosité diplomatique, on assisterait inévitablement de la part d'une fraction importante de la population katangaise au moins à des tentatives en vue d'une sécession. Fin de citation. C'est aussi à partir de ce moment que commence une cohabitation difficile entre le nationalisme national et d'autres nationalismes provinciaux, ethniques, tribaux. Que se passe-t-il pendant la période postcoloniale? D'abord, la Première République, 1960-1965. On passe ici du nationalisme anticolonial aux nationalismes provinciaux, ethniques et tribaux. À la veille de 1960, de l'accession du Congo à l'indépendance, les associations à caractère tribal, ethnique ou provincial s'émuent en partis politiques tout aussi à caractère tribal, ethnique ou provincial et constituent les bastions ou les espaces électoraux de base des leaders politiques futurs candidats au pouvoir. En effet, la plupart des gens adhèrent à tel ou tel parti politique, non pas parce qu'ils sont attirés par son projet de société,
promoteur pour le développement du pays, mais surtout parce que le leader politique fondateur du parti est du même village, du même clan, de la même tribu, de la même ethnie, de la même province, etc. La République démocratique du Congo, la première république, offrait ainsi un terrain fertile à la balkanisation. En effet, le roi des Belges, Baudouin Ier, avait pourtant mis les dirigeants de la jeune République en garde contre les convoitises de certaines puissances étrangères sur certaines régions du pays. Ils ont été les premiers, les Belges donc, ils ont été les premiers à tenter la première balkanisation de la République démocratique du Congo en finançant par l'intermédiaire de la Société générale de Belgique les sécessions du Katanga, juillet 1960 à janvier 1963, et les sécessions du Sud Kasaï, d'août 1960 à 1962. Les partis politiques ethniques minoritaires qui se sont sentis exclus du gouvernement central et des gouvernements provinciaux ont exprimé un désir ardent de créer leur propre province où leurs membres seraient valablement représentés. Le sentiment d'exclusion de la gestion de l'espace politique de la ville de Louabourg a frustré et amené les Loubakassai à rentrer dans leur territoire d'origine et à s'agglomérer autour du centre industriel et minier de la Fourminière, actuelle Miba, formant ainsi la ville de Mbujimaï. Quoi de plus normal que de les voir réclamer la création d'une province où ils jouiraient aussi des mêmes avantages que les autres ethnies du Congo. Cette situation conflictuelle aboutit à la longue à la division du pays en plusieurs autres petites provinces, 21 déjà au milieu de 1963, dont la plupart, 67% à peu près, étaient à base largement ethnique. C'est le cas du Congo central, du Kwango, de la cuvette centrale, de l'Ubangi, du Moyen Congo, de l'Ouélé, du Maniema, du Kivu central, du Nord Katanga, du Lualaba, du Sud Kasaï, de l'Uluabour, de Sankuru et Lomami. Le gouvernement central équilibré était celui qui comprendrait en son sein un représentant de chaque province, en principe un représentant de l'ethnie démographiquement imposante et de l'entité territoriale. Cette nouvelle organisation territoriale ne connut pas de changement jusqu'à l'avènement de la Deuxième République en novembre 1965. La Deuxième République, qui va de 1965 à 1997. Ici, on assiste à la renaissance du nationalisme national, du moins de 1965 à 1990. Le coup d'État militaire du 24 novembre 1965 se justifie, d'après le discours du haut commandement militaire, par la volonté de l'armée, seul corps resté organisé et discipliné, de reconstruire la dignité du pays et la souveraineté nationale bafouée par les politiciens de la Première République et leurs partis politiques qui, c'est une citation, n'étaient en réalité que des groupes sans ordre ni programme, sans vue générale, sans conscience nationale, sans préoccupation du bien de l'État, uniquement rassemblés sur une base tribale et mus par des ambitions personnelles souvent sordides. Fin de citation. Selon Mobutu, le bilan de 5 ans de la Première République était catastrophique. Voici ce qu'il dit. Alors que nous ne devions plus être que des Congolais, toute référence tribale devant être abolie, les politiciens d'improvisation n'hésitèrent pas à restaurer le tribalisme et le racisme au point de faire couler le sang de leurs frères. Fin de citation. Alors, pour mettre un terme à cet art et reconstruire le nationalisme national, le président Mobutu fit table rase de tous les partis politiques, cassa l'esprit associatif ethnique ou régional et construisit sur les ruines un parti unique, le mouvement populaire de la Révolution.
un facteur, dit-on, et en même temps le cadre grâce auquel le nouveau régime a réussi à réaliser l'unité nationale. Comme on le voit, la Deuxième République entendait abolir l'ethnicité et le régionalisme et reconstruire l'unité nationale et la nation congolaise. Dans le même ordre d'idées, le régime de Mobutu voulait voir les Congolais privilégier l'identité nationale congolaise avant toute autre identité ethnique ou régionaliste. C'est dans ce contexte que fusait le slogan « Région oui, régionalisme non »,« Tribu oui, tribalisme non », scandé à longueur de journée. Pour assurer l'unité du pays, pour que tout citoyen congolais se sente chez lui partout où il était au Congo, le président Mobutu ne nommait pas, avant les années 90, des originaires à la tête de leurs entités politiques et administratives respectives. Le premier gouvernement national que le colonel Léonard Moulamba était appelé à former devait comprendre au moins un membre de chacune des 21 provinces et de la ville de Kinshasa. Cela supposait la présence au sein du gouvernement des représentants des ethnies majoritaires des 21 provinces. Ne perdons pas de vue qu'au cours des années 1970, Mobutu a tenté, mais en vain, de supprimer l'autorité traditionnelle pour ne garder qu'une seule autorité politique moderne, la sienne. Après avoir essuyé un échec, Mobutu s'est mis à flirter avec les chefs coutumiers et finit par se faire lui-même investir chef coutumier dans les provinces de l'Équateur, sa province d'origine et de Bandundu. Ces députés choisis par le parti unique représentaient des circonscriptions électorales qui n'avaient rien à voir avec leur appartenance ethnique ou régionale. À titre d'exemple, le député Nyembo Albert Mwanangongo représentait la ville de Kikwit dans la province de Bandundu, alors que lui-même est Katangé, originaire du territoire de Congolo. Le député Obuliko Lokonga, originaire de la province de Bandundu, sous-région de Lac Maïndombe, représentait la ville de Likasi, dans la province du Katanga. Cette permutation signifiait-elle l'intention de Mobutu de mettre un terme à l'ethnicité et au régionalisme? À ce stade, il faut le reconnaître, la situation était favorable non seulement à l'éclosion et au développement du clientélisme politique, mais aussi au flirt entre le pouvoir et les groupes ethniques et régionaux qui proposaient leurs représentants à des postes politiques au niveau tant local que national. La résurgence des nationalismes entre 1990 et 1997. La Deuxième République n'a pas échappé à la pratique de l'ethnicité et du régionalisme, références identitaires qui furent d'ailleurs mises en relief avec le processus de démocratisation. Le 24 avril 1990, Mobutu mit un terme au monopartisme et ouvrit le pays au processus de démocratisation et partant au multipartisme. Mais tout de suite, la vie politique au Congo fut marquée par la bipolarisation. Deux familles politiques s'imposèrent sur la scène politique. La mouvance présidentielle et l'union sacrée de l'opposition radicale et alliée. Face aux enjeux de l'heure, Mobutu, qui avait trouvé sa propre force dans une certaine unité du pays, dans un réseau de cadres de partis uniques, parti-État, craignit que l'unité du pays ne se réalisât contre lui. Il adopta, instinct de conservation oblige, un comportement séparatiste diamétralement opposé à celui unitariste qu'il prônait depuis l'aube de son pouvoir. Il mit tout en œuvre pour diviser la population. Il réussit son coup, car il le savait pertinemment bien, le Congo se comportait toujours non comme une nation, mais comme un amalgame d'ethnies-nations. Des conflits interethniques eurent lieu, notamment le fameux conflit katangé-kassaïen, que l'on peut aussi qualifier de conflit inter-nation-province.
Mais ces nations-provinces s'illustrent très vite comme des identités de façade. Car, par exemple, au sein de la province-nation du Katanga, apparaît une fracture qui distingue le sud du nord de la province. Sud utile, car minier et industriel, et nord inutile, car agro-pastoral. À l'instar des colonisateurs, Mobutu passait pour le garant de la sécurité des unes et des autres. Avec le départ du père de la nation, que resterait-il de cette dernière? N'avait-il pas raison lorsqu'il disait qu'après lui, ce serait le déluge? Le troisième point, l'avènement de Musée Laurent Désiré Kabila, 1997-2001. 32 ans plus tard, Laurent Désiré Kabila succède à Mobutu, trouve un pays délabré à tout point de vue et promet à son tour de le reconstruire. Le président Laurent Désiré Kabila présente un programme de développement triennal, mais il n'a pas pu le réaliser pour des raisons évidentes. La République démocratique du Congo continue à vivre en quarantaine depuis les massacres survenus sur le campus universitaire de Lubumbashi en mai 1990. En outre, le pays est l'objet d'une agression de la coalition rwando-burundo-ougandaise depuis le 2 août 1998. Enfin, la communauté internationale maintient son embargo dans la mesure où elle diabolise le président Kabila, qu'elle considère non seulement comme génocidaire des Hutus que les troupes de l'AFDEL auraient massacrés au Congo, mais aussi comme dictateur à cause, semble-t-il, de l'absence de la démocratisation des institutions du pays, de l'entretien de la politique d'exclusion et de la culture du clanisme dans la nomination des fonctionnaires à la tête aussi bien des institutions publiques que para-étatiques, etc. La République démocratique du Congo ne pouvait donc rien espérer de la communauté internationale pour le relèvement de son économie et donc la reconstruction du pays. Cependant, dans son dernier discours à la nation, avant son assassinat, Laurent Désiré Kabila montre son intention de lutter pour reconstruire la nation congolaise. Je le cite. Ainsi, ces rapaces confirment au fil des jours ce que nous savions déjà et que nous n'avons jamais cessé de clamer haut et fort, toujours et partout. Ils mènent à la fois une guerre de rapine, une guerre économique, une guerre de tentative de balkanisation de notre pays. C'est pour chasser ce cauchemar de démembrement de notre nation que je vous convie, filles et fils du Grand Congo démocratique, à une résistance encore plus active et à une lutte sans merci contre nos ennemis jusqu'au jour où nous recouvrerons totalement l'intégrité territoriale, l'indépendance nationale et la souveraineté internationale de notre pays. Pour atteindre ce noble et légitime objectif, la République démocratique du Congo a besoin de sa cohésion interne, sans la moindre fissure. C'est dont les anti-régimes, devant le danger que court pourtant la mère patrie, ne veulent nullement comprendre. Mes chers compatriotes, nous sommes malgré tout confiants de pouvoir surmonter nos difficultés économiques conjoncturelles au cours de cette année 2001, avant d'entreprendre enfin une marche fulgurante pour la reconstruction de notre pays. Aussi, malgré les vicissitudes graves que vit notre pays, nous restons plus que jamais confiants en l'avenir de notre patrie. Fin de citation. La Troisième République, qui part de 2001 à nos jours. La question qu'on se pose, est-ce que nous nous dirigeons vers la résurgence de l'hégémonie du nationalisme congolais? En 2001, lorsqu'on lui confie la magistrature suprême, le président Joseph Kabila déplora la mort inopinée de Musée Kabila, qui laissait inachever son œuvre de reconstruction et de consolidation de la nation congolaise. Il demanda à la population de s'armer de courage et de détermination et de l'esprit de sacrifice
pour affronter et surmonter les défis, notamment l'instauration de la paix, la réunification de la nation congolaise déchirée par cette longue guerre. Joseph Kabila, après son élévation à la magistrature suprême en décembre 2006, fait de la reconstruction son cheval de bataille. Il dit notamment ceci, je cite, « Ensemble sans exclusion, nous devons nous armer de courage, de détermination et de l'esprit de sacrifice pour affronter et surmonter les défis de l'heure, défis à la fois nombreux et complexes. Parmi ces défis, je citerai en premier lieu celui de l'instauration de la paix et la consolidation de la communion nationale face à une nation déchirée par plus de 2 ans de guerre d'agression inacceptable. » Fin de citation. Dans la lutte contre l'ethnicité et le régionalisme, le premier gouvernement de Joseph Kabila a exigé des partis politiques un caractère national, c'est-à-dire qu'ils soient représentés dans toutes les provinces du pays. De plus, chaque cabinet ministériel devait refléter le caractère national. L'apparence est trompeuse, dit-on. En effet, comme le note Ken Mwembu Dibwe, je cite, « Le caractère national dont la quasi-totalité des partis a affirmé n'est autre que le fait que l'agrément des partis était conditionné par le fait d'être national. Ainsi, chaque parti politique présentait une liste des signatures des membres cofondateurs issus de toutes les provinces du pays, alors que bon nombre de partis politiques n'avaient ces membres en question qu'à Kinshasa. » Fin de citation. Ces propos sont confirmés par les analyses de Bob Kabamba et Pierre Veriance lorsque, parlant des élections de 2006, il note, je cite, « 10 partis et regroupements politiques ont présenté plus de 300 candidats et 17 sont présents dans toutes les provinces. Un seul parti a pu se présenter dans toutes les 189 circonscriptions provinciales, le PPRD, tandis que le MLC se présente dans 186 circonscriptions. Le RCD se présente quant à lui dans 183 circonscriptions. Seuls 16 partis ou regroupements ont pu présenter des candidatures dans plus de la moitié des circonscriptions. » Fin de citation. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2006, on a assisté à la résurgence des identités régionales, ethniques, tribales, idéologiques, provinciales, qui ont divisé toute la population et même toutes les églises. Évidemment, cela semble n'avoir pas eu un impact sérieux sur le comportement des Kinois. Par contre, dans la ville de Kananga, le taux de participation au deuxième tour présidentiel était passé de 89% à 96% à cause, entre autres, de la campagne électorale activée par les politiciens originaires et de la grande mobilisation des églises locales. Il suffit de visiter les différentes directions dans l'administration publique et même dans les entreprises privées à tous les niveaux pour s'apercevoir, comme l'a déclaré l'archevêque de Lubumbashi dans son homélie de Noël 2003 à minuit, que, je cite, « Pire encore, lorsque quelqu'un est élevé à de hautes responsabilités, il s'entoure majoritairement des gens de sa tribu, quelles que soient leurs compétences. Ni l'aptitude, ni la capacité en général ne comptent comme critère pour choix de ses collaborateurs. » Fin de citation. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Le nationalisme congolais a son histoire. Il est le résultat d'un long processus de la déstructuration et restructuration des espaces et des pouvoirs politiques précoloniaux, coloniaux et postcoloniaux. À ses côtés naviguent aussi, et depuis toujours, des nationalismes spécifiques coloniaux et postcoloniaux. Leur émergence et leur évolution, à côté du nationalisme congolais, doivent être considérées
comme la diversité dans l'unité et non comme des adversaires dans la lutte hégémonique. Ce qui, dans ce dernier cas, non seulement ferait ressembler la République démocratique du Congo à un amalgame de proto-nations plutôt qu'à un État moderne centralisateur, mais aussi conduirait à la balkanisation du pays contre laquelle nous luttons avec acharnement. Il faut amener le peuple congolais à un vivre ensemble, c'est-à-dire à mettre à l'avant-plan les intérêts nationaux et par ricochet ceux des provinces et des ethnies qui composent l'État-nation. Le principe cher qui doit guider le peuple congolais vers des lendemains meilleurs doit être le réveil et la cimentation de la conscience nationale à tout majeur pour faire face à toute tentative de balkanisation de la République démocratique du Congo. Merci, j'ai terminé.